Et bonjour Bonjour à à toutes. toutes. Bonjour Bonjour à à tous, tous. bonjour à tous. Navré de ce Bonjour. petit retard. On a eu quelques petits problèmes techniques. Ça peut arriver, malheureusement. Et c'est arrivé aujourd'hui. Ça arrive très peu souvent, mais voilà. En tout cas, on est content d'être là. Très heureux de vous accueillir pour ce 19e rendez-vous LEW. 19e déjà. Aujourd'hui, on va parler social data, surtout et notamment. Et on va commencer tout de suite. On vous présentera notre invité tout de suite après. On va commencer comme à l'accoutumée, à se présenter, savoir un petit peu qui on est. Et puis, Nathaniel en fera autant après. On va commencer tout de suite. Juste une petite chose. Rendez-vous LEW, c'est donc le hashtag en mode fil rouge pour poser vos questions, pour publier sur Twitter et même d'ailleurs sur les autres réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à utiliser rendez-vous LEW, c'est le hashtag fil rouge. Nous concernant, eh bien nous, c'est Maud et Anthony Rochant, donc on est fondateurs de LEW, qui est l'acronyme de Les Experts du Web. On est une structure de formation et de consulting en communication d'influence. On est certifié CNEFOP, Calliope. Au quotidien, on accompagne des directions de marketing, des directions de communication, des social media managers aussi dans leur progression. Et on est blogueur, podcasteur, on crée des contenus de façon assez récurrente, on alimente nos blogs et nos médias, visibilise et social media optimization. Et puis, il y a le volet aussi networking, puisque depuis de nombreuses années, on ne les compte plus, ça fait très longtemps, plus de 14 ans, on organise des rencontres networking, des rencontres entrepreneurs, des afterworks sur Lyon et sur Paris, les cafés d'Anthony, Meeting Network Lyon et Meeting Network Paris aussi plus récemment. Alors, depuis 2019, on a levé effectivement un petit peu le pied, on va recommencer. Les cafés d'Anthony ayant repris l'an dernier déjà, on a fait plusieurs éditions. Donc, on a aussi ce volet-là. Et puis, créateur de contenu aussi pour quelques marques sur des opérations de brand content, notamment en tant qu'influenceur, sur Twitter et sur LinkedIn, surtout sur ce combo-là, un petit peu moins sur les autres, mais voilà, davantage sur du B2B et sur de la prise de parole B2B. Les rendez-vous LEW, on va y venir aussi, c'est quelque chose qu'on organise depuis quelque temps. Je te laisse en parler, Maud. Il y a la slide qui ne veut pas bouger. Voilà, si elle bouge. Tu as omis de dire que sur la partie influence, tu avais la joie d'avoir le certificat influence responsable de la RPP depuis quelques temps. Donc, je me permets de le préciser à toute fin utile, parce que c'est vrai que dans nos pratiques, l'éthique, c'est important. Pour les rendez-vous LEW, donc c'est des rendez-vous en fait qu'on a créés en 2017, donc ça fait quelques années maintenant. Alors au début, c'était des rendez-vous physiques. On avait fait le tout premier à Lyon, au bateau Bellona d'ailleurs, avec Scoopit, groupe Linkfluence, autour justement des pratiques du content marketing. C'est des rendez-vous globalement en fait qui sont sous format, qui étaient sous format matinal historiquement, un petit peu sous format d'atelier thématique. L'idée étant d'évangéliser en fait autour des best practices du digital, voilà, en ayant à chaque fois une vision spécifique sur un pan en particulier du digital. Donc, on a pu en faire historiquement, effectivement, sur le content marketing. On a fait sur les best practices de l'influence aussi avec Tracker. On a fait sur l'inbound marketing avec Charles Dolezi de Pledzi. On a fait aussi plus récemment avec Iconosquare, avec Favicon. Et puis, le dernier aussi avec Stéphane Coulot de Web Marketing, de Web Mécanique. Donc voilà, à chaque fois des échanges de perspectives assez riches pour échanger tout simplement ensemble sur nos métiers. Donc voilà, l'idée c'est aussi de pouvoir s'enrichir sur ces partages en vous transmettant en fait des tips. Donc voilà, on avait aussi une édition dédiée spéciale femmes d'influence chaque année, puisque nous ce qu'on aime aussi un petit peu en termes d'inclusion numérique, c'est aussi montrer un peu la diversité des profils dans nos métiers. Donc, c'est aussi une composante un peu particulière des rendez-vous LEW qu'on a chaque année, pour laquelle on réalise un top, alors qu'on a toujours historiquement fait sur
sur Twitter en s'appuyant sur la social data, tiens, comme par hasard, et pour lequel finalement on a fait une dernière édition avec Firstlink d'ailleurs il y a quelques semaines de cela, et c'était en particulier sur les profils féminins ayant de l'influence sur LinkedIn. Donc voilà pour cette partie autour des rendez-vous LEW pour lesquels on a la 19e édition aujourd'hui avec Nathaniel. Et Nathaniel, je vais te laisser te présenter et merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous deux de m'inviter. Effectivement, on a travaillé déjà ensemble sur cette édition des femmes influentes sur LinkedIn. D'ailleurs, vous pouvez le voir au milieu de la slide. Donc, très intéressant. Donc, Nathaniel Bass, je vois que meilleur intervenant sur Bordeaux, Lisa. Oui, j'ai des gens qui me connaissent dans le chat, c'est super. Donc, en fait, je suis cofondateur donc, de l'agence First Link, qui est une agence en fait, de conseil en data marketing et notamment liée sur les nouvelles technologies. Et on a développé des services d'influence et d'analyse de social data, notamment sur Twitch et YouTube. Donc, vous la voyez sûrement derrière moi. On est les premiers au monde à avoir créé justement cette cartographie du Twitch français. Donc, si vous l'avez déjà vu passer, c'est nous. Voilà, donc je suis aussi formateur, conférencier en data intelligence et j'anime donc beaucoup de formations et de cours dans plein d'écoles, notamment donc Digital Campus du groupe Galileo. Et Lisa Clémence en fait partie. Voilà. Donc ça, c'est pour... oui, l'agence, en 2-3 mots, donc je l'ai déjà expliqué, mais on ne fait pas que du YouTube et du Twitch. On intervient aussi sur Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, vous l'avez compris, TikTok. On réalise aussi des podcasts et des émissions Twitch, notamment Query et Request, où on a déjà invité pas mal de monde. Donc d'ailleurs, Maud et Anthony, je pense qu'on se reverra dans une de nos émissions sur justement l'influence sur les réseaux sociaux et notamment le web. Et on intervient aussi sur toutes les thématiques d'attractivité employeur, où on analyse justement toutes les données du web. Voilà. Eh bien, merci Nathaniel pour cette présentation. On reviendra dans pas très longtemps, juste après, on reviendra à toi concernant les tips. On va rentrer directement en fait dans le vif du sujet. On parle de social data, mais très clairement, en fait, aujourd'hui, c'est quoi? On parle de données, donc de données effectivement de data médias sociaux, hein, données sociales. Des informations brutes ou des informations qui sont en fait collectées à partir de profils de médias sociaux, des interactions sociales aussi de fans et de followers, ce qui va en résulter finalement la façon dont les clients en fait interagissent avec votre contenu sur les plateformes sociales, on va dire classiques, Facebook, LinkedIn, Twitter, etc. On parle vraiment de collection finalement, une collection de chiffres, on parle de stats, on parle de pourcentage pour aider à déterminer en fait les performances de publication qui sont spécifiques sur les réseaux et sur les médias sociaux. Donc on collecte effectivement ces données, ça va comprendre des partages, des likes, des conversions, etc., des commentaires, des impressions et surtout aussi des clics. On parle de métadonnées de clics en fait qui sont et en un autre sens essentiel aujourd'hui pour mieux comprendre ce qui intéresse finalement notamment les prospects, ce qui va intéresser. On part vraiment aussi de données sociodémographiques. Et l'analyse de ces données va vous permettre de découvrir aussi ce que votre public cible apprécie vraiment, quelles sont les publications sur les réseaux sociaux qu'il est susceptible finalement quelles sont les données qui sont le plus susceptibles finalement d'avoir de l'intérêt et effectivement ce qui va nous permettre aussi de retirer des insights. Donc des insights, puisqu'on parle effectivement aussi d'insights, quand on parle d'un insight social, c'est un insight qui peut être un insight consommateur, qui va être issu des plateformes sociales, qui vont être établis à partir d'observations et d'analyses de conversations sociales tenues, par exemple, à l'égard d'une marque ou d'une problématique. Un insight, c'est vraiment une information éclairée, une information qui est inédite et qui, en général, pour être efficace, elle doit répondre à plusieurs critères, notamment un frein, notamment une réponse et un constat de consommateur et aussi une motivation pour que un insight soit, on va dire, réellement un insight. Ce qui va nous permettre d'éclairer nos décisions, notamment pour les dirigeants aujourd'hui, c'est ce qui va les intéresser, de rendre actionnables finalement ces data, ces data sociales. Et on dit qu'effectivement, la social data, elle est directement liée au big data.
et que ensuite, big data, on va aussi extirper des données on va partir du big data pour aller vers le smart data pour effectivement aller retirer le meilleur et rendre ces data actionnables pour notre stratégie. Tout à fait, Anthony. Et du coup, juste pour remettre en perspective rapidement les choses, quant à ce que tu évoquais sur la social data et vis-à-vis de la data plus largement, hein, la data que l'on qualifie d'or noir du web, c'est vrai qu'au cours des dernières années, puis alors à plus forte raison avec les dernières années qu'on vient de vivre avec la pandémie, on a vraiment un engagement numérique qui s'est accru et en particulier à travers les médias sociaux, à travers justement ce continuum de diffusion de contenus divers et variés, des achats en ligne qui se sont multipliés, des différents types de paiements aussi qui se multiplient, et puis d'autres activités en fait que l'on peut dénombrer finalement par centaines et par centaines de milliers qui se font en ligne. Effectivement, avec la pandémie au sens large, donc là je ne parle pas que pour la data sociale, effectivement, on a finalement des hauts et des bas économiques qui ont conduit bon nombre d'entreprises à aussi aller vers, pour celles qui n'y étaient pas déjà, vers la digitalisation à marche forcée. Et ici, effectivement, qui apporte une vision un petit peu différente en matière de business, avec la nécessité d'utiliser finalement les outils numériques pour répondre tant à finalement des besoins d'organisation personnelle que, en tout cas, des besoins professionnels en termes de prise de position, en termes de positionnement sur un marché, qu'il s'agisse de se connecter, d'interagir, de communiquer et de réaliser en termes de business plus largement des transactions, de faire des affaires, etc., etc. Donc effectivement, on a des outils qui deviennent de plus en plus importants, sur lesquels on communique aussi de plus en plus, et on dit effectivement que la data ne dort jamais, puisqu'effectivement la data, elle s'implique dans un continuum pour enrichir justement des parcours clients, pour cultiver une stratégie relationnelle efficace en identifiant effectivement les différentes stades de vie dans lesquels effectivement des utilisateurs ou clients se placent, et effectivement en établissant à cet effet finalement le nurturing nécessaire et les actions de push, les actions promotionnelles qui seront adéquats selon les canaux préférentiels des clients. Donc l'idée, c'est que effectivement en ayant la data pour alimenter aussi différents types de scénarios de marketing automation adéquats, eh bien on avance et on enrichit finalement toujours tout ça selon ce qu'on appelle des stratégies data driven, mais encore une fois dans ce cas, tout ça pour dire que on est toujours sur de l'alimentation perpétuelle. C'est en ce sens aussi qu'on parle d'IA aussi beaucoup actuellement en lien avec la data au-delà de l'automation. L'idée étant de pouvoir gagner aussi en structuration de ces dernières pour pouvoir aussi se concentrer sur ce qui fait la valeur ajoutée à un moment donné, c'est-à-dire aussi le lien, la culture du contenu. Donc c'est en ce sens où effectivement la data elle est essentielle et capturée constamment pour être intégrée, réintégrée, normalisée, redressée, selon le contexte et les objectifs qui sont ceux des clients. Et c'est en ce sens où effectivement on a des cultures astronomiques, pour ne pas dire polluantes également, de data, de choses sur lesquelles effectivement on va aller apporter une vision. Donc selon Statista, on a une quantité totale de données qui effectivement est très importante et qui est de un nombre qui doit atteindre 181 zeta-octets d'ici 2025. Rien que cela. Donc, c'est vraiment en ce sens-là où on va insister ici sur le fait de dire que la data est très importante, et la data sociale, à plus forte raison, c'est une manne de premier ordre en termes de data, parce que ça permet vraiment de prendre le pouls ici, de manière générale, de ce qui se passe de manière générale. Que dit-on de sa marque? Qu'est-ce que pense-t-on d'un produit? Quelle perception quant à la manière de s'exprimer sur une marque? Voilà, qu'est-ce qu'on peut observer finalement comme signaux faibles, mais aussi comme sentiment pour ajuster à un moment donné simplement ce qui va se faire et se dire sur les médias sociaux. On va continuer. Concernant les questions, parce que je vois qu'il y a déjà des questions, on les prendra à la fin. On les prendra sur la séance questions-réponses. Mais Hakim, on a bien noté ta question. Pas de problème, on y répond. On en parle tout à l'heure, on y répond tout à l'heure. Ouais, surtout qu'elle est
assez importante et c'est des enjeux, ouais, on y répondra tout à l'heure. Beh, c'est une super intro pour arriver sur ce que je vais dire puisque, bah, la social data, elle intervient dans toutes les stratégies et on peut s'en servir pour faire beaucoup de choses. Alors nous, enfin, j'ai réalisé cette étude, mais chez Firstlink, on s'est dit: «Tiens, pourquoi pas pour, le webinaire aujourd'hui, analyser du YouTube?» Pour montrer un petit peu, beh, justement l'impact que les stratégies sociales que l'on va mettre en place sur cette plateforme, génèrent. On s'est dit: «Bah, tiens, on va d'abord partir». Il y a plus de son, Céline? Hem, tout le monde m'entend? Ouais, nickel. Du coup, on s'est dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de partir de très loin. On va dézoomer un maximum YouTube pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Pour déjà chercher la social data dont on parle depuis tout à l'heure. Déjà, qu'est-ce que c'est sur YouTube et comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là avant de rentrer vraiment précisément dans le détail. Donc en fait, moi, je suis parti du constat, j'ai pris une thématique, j'ai pris, les smartphones de manière très, très générale et j'ai voulu savoir un petit peu, quelles étaient les vidéos qui parlaient des smartphones sur YouTube. Déjà pour comprendre un petit peu comment ça fonctionnait et je l'ai mis dans un outil de spatialisation de données, voilà, qui s'appelle Gephi, donc qui est un logiciel open source et j'ai cartographié, toutes les vidéos qui parlaient de smartphones. Là, je me suis dit: «C'est bien les vidéos, mais c'est pas très compréhensible parce qu'il y a énormément d'informations et puis on ne sait pas qui dit quoi, quand, comment et cetera». Du coup, je me suis dit: «Je vais merger tout ça», donc les mettre ensemble pour, en fait, détecter les chaînes qu'il y a derrière, d'accord? Les chaînes qui parlent et on a détecté plein de chaînes. Donc ça, c'est les premiers tips, les premiers insights qu'on peut déjà tirer de YouTube, c'est que YouTube, en fait, est construit avec des liens, entre les chaînes. Donc ce que vous pouvez voir visuellement là à l'écran, c'est le système de recommandation de YouTube qui dit tout simplement, quand vous regardez une chaîne YouTube, automatiquement, il va vous basculer vers une autre, puis une autre, puis une autre. Et si vous laissez porter, vous êtes capable en fait de voir ce schéma-là, mais à travers le prisme des vidéos qu'on vous propose et donc du coup des chaînes. Moi, je me suis dit, là, on va rester sur la communauté France, celle du milieu, hein, parce que vous voyez, il y a des communautés tech très précises, il y a des communautés France avec du divertissement, de l'actualité, tech monde, US. Et moi, j'ai zoomé sur la communauté Orange pour l'événement. En plus, je n'ai pas fait exprès, c'est exactement comme le logo. Mais voilà, c'est nickel. Donc là, vous pouvez passer. Du coup, quand on zoome sur les chaînes, des on va dire des youtubeurs français qui parlent de smartphones, on peut déjà caractériser un petit classement, notamment les chaînes les plus influentes. Alors, qu'est-ce qu'on entend par plus influentes? Déjà, ces classements de données sociales permettent, de détecter des leaders d'opinion, peut-être des chaînes qui seraient les plus aimées. Là, c'est pas vraiment le cas parce qu'on a plein de KPI, on y viendra juste après, qui nous disent: voilà, il y a tant de vues, tant de j'aime, des taux d'engagement et cetera. Là, c'est plutôt de détecter ce qu'on appelle des influenceurs au titre que ces personnes-là vont être recommandées très régulièrement par YouTube lui-même, donc ils sont très importants et en même temps, ils vont devenir ce qu'on appelle des relais d'information, donc des bridges qui vont vous permettre en fait de toucher des audiences, différentes. Donc le but de cette slide-là, c'est de montrer que si on maîtrise YouTube, si on comprend le système de recommandation, on est capable d'identifier, les personnes à activer pour n'importe quelle stratégie d'influence sur YouTube et de choisir les meilleurs, influenceurs pour, par exemple, promouvoir un produit, une marque. Donc là, ça, c'est l'exemple des smartphones. Beaucoup de monde connaissent les numériques. C'est un site web qui propose un petit peu des tests et des rapports entre différents smartphones. On se rend compte que c'est pas forcément le plus influent, alors que Jojol, lui, va être très influent comme Brandon Le Proctor. Voilà. Du coup, au-delà de voir ces super cartographies qui sont sexy, on est d'accord, mais qui parlent pas à tout le monde, et beh, dans ces chaînes YouTube, on s'est dit: «On va quand même aller chercher un petit peu d'insight, un petit peu de données sociales» et on s'est dit: «Bah, tiens, on va prendre les 7 chaînes que vous aviez juste avant et on va essayer de voir un petit peu, quel est le taux d'engagement moyen?» pour comprendre déjà est-ce que ces chaînes-là attirent et en tout cas créent de la conversation, donc de la donnée sociale, puisque c'est nous, en fait. Quand on regarde une chaîne YouTube et qu'on va laisser un commentaire que l'on va aimer, du coup, on produit de l'information sociale. Donc, en fait, on se rend compte qu'on a à peu près 3,29% de taux moyen d'engagement, hein, sur ces chaînes, avec des durées moyennes de vidéos qui sont autour de 345 secondes et on a à peu près 21 000 vues en moyenne par vidéo.
Donc, c'est des données qui ne veulent strictement rien dire comme ça, mais quand vous êtes dans une stratégie, justement, quand vous faites un benchmark, quand vous voulez lancer justement une chaîne ou l'optimiser, faire en sorte que ça fonctionne bien mieux, bah déjà, on a une première analyse, ce qu'on appelle de la donnée descriptive, qui nous permet de comprendre déjà un petit peu, on va dire, le panel, l'état des lieux d'un corpus. Et on est capable aussi de détecter toute la partie du fond et de la forme, de la manière dont on va publier une vidéo. Déjà, on comprend l'algorithme YouTube, on sait quand publier et on sait surtout comment, notamment sur les sujets qui plaisent. Donc ça, c'est le tips numéro 2, de comprendre les insights qu'on a à disposition. Et on va rentrer encore plus dans le détail avec la slide suivante. Du coup, la slide suivante, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on a recueilli toutes les vidéos de ces 7 chaînes les plus influentes et on a regardé un petit peu les titles des vidéos, les descriptions pour essayer de voir du coup quels étaient les sujets qui plaisaient le plus à la communauté. Comme ça, si on se met dans la position des numériques qui est 7e et qui aimerait passer première justement des chaînes autour des smartphones, on se rend compte qu'en fait, que de traiter de la qualité des photos et des vidéos des téléphones, ça plaît. De faire du testing sur les batteries, les niveaux d'autonomie de batterie, les caractéristiques techniques de l'écran ou encore le détail du prix en comparant des offres sur les marchés, voilà ce qui plaît réellement aux communautés. Et juste de faire des caractéristiques sur les couleurs, sur le marketing ou même de rentrer dans les processeurs et vraiment la partie très très fine du téléphone, en fait ne plaît pas du tout aux communautés. Donc voilà sur quoi il va falloir parler quand on veut mettre en avant les smartphones sur YouTube. Et on s'est dit, on va aller encore plus loin parce que vous voyez, la social data, il y en a partout, il y en a sur toutes les vidéos. Et au-delà de la vidéo, de ce que produit la chaîne en elle-même, on a voulu voir, nous, ce que produisent les socionautes, en fait. C'est cette donnée sociale, mais c'est aussi des commentaires. Et donc, on s'est dit, on va aller analyser tous les commentaires qu'il y a sous ces vidéos-là pour essayer de comprendre si on ne peut pas voir si on a de la positivité ou de la négativité, d'accord, une sorte de sentiment, mais aussi des classements, encore une fois, de smartphones, de produits qui seraient les plus mis en avant ou pas, est-ce qu'ils sont bien positionnés, est-ce qu'on parle positivement d'eux. Et en fait, qu'est-ce qu'on constate? C'est que de manière générale, on j'ai bien aimé le terme data driven. À l'agence, on a ce petit truc de se dire hashtag data driven parce que c'est notre manière de communiquer et on lance jamais de stratégie sans avoir analysé quoi que ce soit. Et en fait, on se rend compte ici que l'iPhone et Samsung, qui sont les 2 plus gros smartphones, on va dire marques du marché, arrivent en 5e et 6e position, on va dire pas de l'inquiétude, mais en tout cas des paroles de personnes qui mettraient des commentaires. Alors que, alors, excusez-moi de la prononciation, je n'ai pas ce téléphone, mais en tout cas, les 2 premiers sont clairement des produits qui suscitent l'intérêt. Et du coup, on se trompe complètement, en fait, quand on pense, ce sont les on-dit qu'on essaie de gommer grâce à la data sociale, grâce à la data driven. Et en fait, les schémas que vous avez dessous expliquent très clairement que quand vous êtes à gauche, donc sur le schéma de gauche, et vous avez une augmentation en fait des tendances de Huawei, je pense que c'est comme ça, et OnePlus. Après, ça s'estompe parce qu'on parle d'autres choses pendant les commentaires, et après, ça revient après. En fait, on est capable juste visuellement, grâce à la data vise, de voir et de comprendre quels sont les modèles et les marques qui sont les plus discutées sur les vidéos et celles qui génèrent donc le plus d'engagement, encore une fois. Donc voilà, on a fait un panel assez large d'insights entre les chaînes, les vidéos, et comprendre qu'on a énormément d'insights et de data à disposition rien que sur YouTube et que l'on peut prendre de meilleures décisions en connaissant et en maîtrisant justement ces analyses-là. Voilà, je pense que je n'ai pas été trop long. Normalement, on est bon. Non, c'est super. Au top. Ouais, top. Data driven va devenir, je pense, aussi notre petit mot, notre mot-clé, notre nom de code. Merci beaucoup, Nathaniel. Effectivement, hyper intéressant. Et on peut voir finalement que la data sociale, elle va nous apprendre plus, elle va nous permettre de nous en apprendre plus aussi sur notre public, puisque ça va nous permettre donc de développer en fait cette connaissance en fait de l'audience, c'est-à-dire en faisant une investigation sur les données, en examinant les différentes données qui sont déjà, on va dire, à notre disposition et les différentes analyses qu'on a pu déjà faire, avec des analyses de manière générale pour, on va dire, approfondir un petit peu les choses. On va commencer par examiner en gros toutes les données actuelles que l'on a, qu'on a donc déjà collectées, ce qui va inclure toutes les datas pertinentes que notre marque ou notre entreprise a déjà faites sur les clients
depuis qu'on est en affaires, en fait, depuis qu'on est, on a cette présence, on va dire, globale. Par exemple, vous avez peut-être déjà organisé un groupe de discussion avec des clients, avec des vrais clients qui ont partagé leurs sentiments, par exemple, sur votre produit ou sur votre service, ce qui vous donne en fait un point de départ. On a un point de départ pour travailler lorsqu'on apprend finalement à mieux connaître notre public et à un niveau, on va dire, un petit peu plus profond. On a déjà une certaine compréhension des soucis qu'on peut rencontrer, des points de friction, des frustrations aussi, et des défis aussi que finalement ici nos groupes rencontrent et de ce qu'ils attendent finalement de notre produit et de notre service. Donc à partir de là, on va considérer toutes les autres informations, les autres types d'informations qui sont relatives à l'audience qui nous manquent, qu'on devra en fait obtenir pour arriver à compléter les datas qu'on a déjà. Par exemple, si on crée un sondage, le sondage aussi va nous permettre d'enrichir cette connaissance client, justement un sondage pour les membres de notre public, pour obtenir des réponses qui sont beaucoup plus spécifiques sur des produits ou des services. Ça va nous permettre effectivement d'arriver aussi à en retirer des insights consommateurs. Et donc, à partir de là, à partir de ce point-là, ça va nous permettre de comprendre les attentes, les comportements via la collecte d'analyse sur le web, sur les réseaux sociaux, de manière plus globale, pas que sur les réseaux sociaux, les centres d'intérêt, tout ce qui va être canaux d'expression, les sentiments, les intentions aussi d'achat, les freins aussi, tout ce qui va être feedback et aussi d'éventuelles plaintes en mode, on va dire, en mode relation client, requête, question, etc. Donc, c'est finalement d'arriver à compléter les différentes données qu'on a déjà pour développer la connaissance de l'audience et arriver à retirer ici des insights encore plus performants. Donc, il y aura des questions à se poser, donc des questions qui peuvent être un peu existentielles, mais qui sont effectivement très importantes. C'est de savoir finalement, d'arriver aussi à avoir une idée on va dire de benchmarking, d'arriver à benchmarker, de savoir qui sont nos principaux concurrents, de les identifier. Et à l'intérieur de ça, on va se poser des questions sur, par exemple, comment les consommateurs parlent de notre marque par rapport à la marque de notre concurrent, comment notre audience, elle se compare justement à celle de nos concurrents. Et donc, effectivement, ici, on peut voir que l'analyse des médias sociaux fournit un accès plutôt instantané à la veille concurrentielle, ce qui permet en fait aux marques de prendre des décisions intelligentes, intelligibles, on va dire, concernant les marques, les produits, les créations. Avoir accès à des informations qui seront détaillées sur la concurrence en temps réel, ça veut dire qu'on pourra rapidement identifier les opportunités et prendre aussi des mesures. Donc la valeur, on va dire, ultime de l'analyse sociale, c'est un peu une fenêtre en temps réel sur finalement sur le comportement du consommateur, sur ce que finalement fait le consommateur, et toutes les questions sur ce que les consommateurs pensent d'une marque, d'un produit, ou ça peut être même une campagne, eh bien, on peut y répondre finalement en quelques secondes. Donc, ces réponses-là vont alimenter des décisions qui seront des décisions, on va dire, stratégiques, des décisions rapides qui sont basées sur les données pour finalement garder avec votre marque vraiment une longueur d'avance sur la concurrence. Donc pour ça, bien sûr, il faudra choisir des concurrents, on va dire frontaux. En général, on en choisit 2, 3, 4 grands maximum, sur lequel, alors je dis bien frontaux, sur lequel on est vraiment en concurrence, parce qu'on peut être en concurrence sur quelques produits, quelques services, mais pas l'entièreté. Donc c'est vraiment des concurrents sur lesquels on a une vraie vue, et c'est vraiment ce qu'on appelle des compétiteurs. Et ensuite, effectivement, on pourra mener l'investigation. Merci Anthony. Tous ces tips, c'est que des boucles vertueuses, hein. Finalement, on reparlera brièvement je reparlerai aussi un petit peu de la concurrence sur le dernier tips. En tips 5, effectivement, tirer parti du contenu généré par les utilisateurs à partir des canaux sociaux. Alors, c'est vrai qu'on
on en parle beaucoup de manière générale. Ici, c'est vrai que vous le savez, on l'utilise, on le sait, même si les chiffres sont encore plus parlants que ce qu'on en sait et que ce qu'on en sent, mais les gens font davantage confiance aujourd'hui aux gens en tant que tels, aux opinions de leurs pairs qu'aux marques de manière générale. Et c'est vrai que globalement, les acheteurs qui interagissent finalement avec le contenu généré par les consommateurs sont globalement plus susceptibles de convertir avec un détaillant, avec un e-commerçant que des clients qui globalement ne le font pas. Il y a des rapports qu'on peut consulter en ce sens qui le confirment. Alors, il y a eu des rapports de Bazaar Voice, mais je crois qu'on a aussi des chiffres sur HubSpot qui indiquent, je crois, qu'il y a plus de 92% de ces contenus en la matière qui font que effectivement, ça favorise effectivement l'engagement de l'autre côté sur les contenus. Donc, quand on parle de contenu généré par les utilisateurs, on parle de quoi en particulier? On va parler de RT avec mention, par exemple. On va parler d'un contenu qui peut être effectivement fait de toutes pièces avec un hashtag en particulier. Là, par exemple, si vous le voulez, vous pouvez tout à fait faire comme tu viens de le faire, Anthony, un screen, par exemple, de l'événement sur lequel nous sommes tous ensemble en mettant un petit mot... en postant, en tweetant quelque chose de spécifique avec un hashtag rendez-vous LW, ce qui serait merveilleux et nous ferait du contenu généré par les utilisateurs. Donc voilà, en tout cas pour ce qui est à titre d'exemple ici. Et c'est vrai que, disons que l'avantage de ces contenus sur le plan social, c'est que ça va à la fois favoriser la découverte, mais aussi et très grandement favoriser et renforcer l'engagement. Et sur cette partie-là, ça a vraiment un avantage indéniable ici, parce que effectivement, l'idée étant de pouvoir améliorer aussi, j'allais dire en flux tendu aussi, la qualité d'interaction, la qualité des contenus et de la création de contenus qu'on est susceptible de faire par le biais justement de ces contenus-là, mais aussi pour alimenter la stratégie éditoriale qu'on peut mobiliser par la suite. Donc, ça peut vraiment, de manière générale, être un boost en termes d'amélioration de performance dans l'image de marque par rapport aux pratiques e-commerce et quant aux différents points de contact numériques qu'on peut avoir. Donc, encore une fois, c'est vraiment quelque chose dont il faut pouvoir tirer parti. HubSpot précise aussi que au-delà du fait qu'on a 92% des clients qui font davantage confiance au contenu publié par une personne versus celui posté par une marque. Et on a 4 consommateurs sur 5 qui achètent un produit qui leur a été recommandé. Encore une fois, le pouvoir de recommandation, qu'il soit offline aussi d'ailleurs, par ailleurs, ou on, est encore vraiment ce qui prévaut dans la dynamique de confiance finalement qu'on peut accorder à une marque. Donc voilà, ces chiffres vraiment confirment ces tendances. Et ici, il faut pouvoir l'intégrer du côté des entreprises. Alors après, bien entendu, c'est plus facile, je dirais pas à dire qu'à faire. Il y a toujours une démarche en fait à structurer. Quand on veut s'intéresser à ça, bien entendu, il faut quand même pouvoir prévoir les ressources derrière pour pouvoir gérer et modérer, parce que forcément, ça peut quand même créer de différentes parts de très nombreux contenus sur lesquels il faut pouvoir avoir l'œil justement en interne et avec lequel pouvoir interagir et fonctionner ici. Donc tout ça va effectivement être très important. Et puis dans un autre aspect des choses, ça va aussi permettre d'alimenter plus globalement le SEO aussi des marques en étant référencées sur des nouveaux contenus. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à aller chercher autour de ces contenus générés par les utilisateurs à partir des canaux sociaux. En dernier lieu, donc c'est un petit peu lié effectivement aux tips précédents, mais aussi avec ce qu'Anthony évoquait tout à l'heure, détecter les tendances via les conversations sur les réseaux sociaux, c'est essentiel. L'écoute, ça fait partie de la veille, vraiment pour avoir une compréhension complète des conversations de manière plus large qui vont se réaliser autour de votre marque, de votre secteur, de vos concurrents, voilà, pour être sur une vision un peu plus macro, va être essentiel pour mieux comprendre dans quoi la data, elle s'inscrit. Parce que, comme on dit, et même comme en politique, les chiffres, on en dit ce qu'on veut. Pour la data, c'est pareil. On ne peut pas finalement piloter, en tout cas sainement, des prises de décisions sans effectivement intégrer ces logiques dans des espèces de corpus, comme ce qu'a d'ailleurs montré tout à l'heure
l'heure Nathaniel avec en nous parlant de GEFI et de tout ce qui tourne autour des logiques de data visualisation. Donc ici, le social listening, il va être très très important pour aussi vous permettre de trouver finalement quels sujets vont entrer en résonance avec votre public pour pouvoir comparer aussi et contraster finalement vos données de performance et de vos contenus avec d'autres rapports liés à des tendances de conversation, des tendances de consommation, dans cette écoute-là pour comprendre finalement le pourquoi de vos performances et le remettre en perspective au global par rapport à d'autres données marché que vous pouvez avoir. Donc, ce qui se passe ici, c'est que le social listening, c'est très bien. Il faut savoir ce qu'on écoute, pourquoi et comment, en lien avec des objectifs en particulier. Mais la question de la méthodologie, elle va être bien entendu cruciale dans ces cas de figure, parce que les outils, encore une fois, sont un moyen, mais ne sont pas une fin en soi, puisqu'il y aura évidemment la synergie de l'humain avec l'usage des outils et naturellement tout ce qu'il y a autour de la collaboration avec les différentes parties prenantes en interne pour que justement le succès de la chose soit, j'ai envie de dire, dans son plein potentiel et qu'on capitalise pleinement en termes de performance derrière. Donc voilà ce qu'on peut dire en tout cas sur ce dernier tips et sur effectivement l'importance du social listening. Donc la boucle est bouclée. Donc voilà ce qu'on peut effectivement ce qu'on peut en dire par rapport à la data sociale. Il est l'heure de la session questions-réponses. On va se partager les questions parce qu'il y a pas mal de questions de Hakim. Je te remercie Hakim de nous poser toutes ces questions. On va se les partager avec Maud et avec Nathaniel. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre dans l'ordre. La première qui était en fait que tu avais posée, donc une question est-ce que la social data est libre de droit? Est-ce que la social data est libre de droit, peu importe la data? Ça dépend. Ça dépend de la plateforme, ça dépend des API. Nous, on a une idée sur la question. Je ne sais pas, Nathaniel, est-ce que tu... Oui, j'ai une idée. J'ai assisté à des émissions Twitch avec des avocats spécialistes du numérique qui ont expliqué tout ça. Alors, du moment que la donnée, elle est accessible, en fait, du moment que vous, en tant qu'utilisateur, vous vous abonnez, vous créez un compte, déjà, vos données, théoriquement, ne vous appartiennent plus, elles appartiennent à la plateforme. Ça, c'est une première chose. Il faut bien en prendre conscience. C'est-à-dire que si je prends mes parents, dans l'idée, je suis sur Facebook, je publie un peu tout et n'importe quoi, mes données ne m'appartiennent pas, en fait. Voilà, donc ça c'est important. Après, sur beaucoup de réseaux sociaux et notamment Twitter, on n'est pas sur de l'anonymisation, mais on est sur du pseudonyme. Donc, il faut faire attention dans le sens où on peut effectivement prendre n'importe quel type de data, même en scrapping. Je vais y revenir, Anthony et Maud, mais en fait, on peut scraper, on peut aller chercher n'importe quel type de data, mais on restera sur du pseudonyme. Donc, on n'aura pas les noms, les prénoms, etc. de toutes les personnes, les adresses, les numéros de portable, mais on restera sur les pseudos et ce que ce pseudo-là a généré. Donc, en plus, ça fait le lien avec une autre question qu'Hakim m'a posée. Mais dans l'idée, théoriquement, on pourrait tout extraire en fonction de ce que nous donne la plateforme. C'est-à-dire que si vous avez signé une charte avec la plateforme qui dit « je ne donnerai pas votre nom et votre prénom », ça, c'est sûr qu'on ne pourra pas l'avoir. Par contre, si vous avez dit oui, c'est possible. Et non, le scrapping n'est pas illégal. Bien sûr que non. Très bien. Merci beaucoup, Nathaniel. Sur la suite, on a une autre question aussi de Hakim. Donc, les hashtags sont des générateurs de data sociale. Oui. Oui, c'est même des données non structurées. Tout à fait. Donc, à la base, ce sont effectivement, on peut considérer que c'est de la data qui va générer aussi de la data sociale et qui sont des données non structurées. Parce que les données non structurées, on parle des likes. Les likes, les réactions sont des données non structurées. Les commentaires en sont aussi, etc., etc. Donc, dans l'idée, absolument. Tout contenu, en fait, sur les sur Twitter, tout est... le contenu généré par les utilisateurs et de la data sociale. Mais pas structuré. Mais pas structuré. On n'est pas dans une BDD avec des données, effectivement, soit des données, des données liées au e-commerce, par exemple, qui vont être des données sur le prix, sur la référence, où là, on sera sur des données ici structurées. Ce sera la différence.
D'autres questions? Il y en a d'autres. Il y a une question de Lisa Clémence. Quels outils pour traiter, comparer toutes les données? Eh bien, FirstLink. Voilà, exactement, FirstLink. Non, en fait, c'est une très bonne question. Il existe une multitude d'outils, hein, déjà qui permettent d'extraire, de traiter, de modéliser et cetera les données. Après, ça revient à il y a un commentaire que j'ai vu passer sur, tout ça devient très compliqué et c'est vrai que quand on est novice, il faut essayer de s'y retrouver. Donc ce sont des nouveaux métiers déjà, hein, ça fait pas, 30 ans que ça existe. Et du coup, effectivement, les compétences associées, on est sur des, data analystes minimum, voire des data scientists. Donc ce sont des plateformes, soit on est sur, des bases de données en SQL, ou même après sur, du développement de scripts et cetera pour aller récupérer les informations ou alors des plateformes, hein, comme vous en avez, mentionné beaucoup, lors des différents, rendez-vous que vous aviez pu faire avant, Anthony et Maud. Mais dans l'idée, voilà, ce sont des données que l'on va traiter, dans des grosses bases de données, et que l'on structure par la suite par contre. Donc une donnée non structurée d'origine sur un réseau social devient structurée après puisque c'est de toute façon obligatoire pour pouvoir comprendre et croiser tout ça. Donc effectivement, ce sont des sociétés spécialisées qui structurent et qui mettent tout ça en forme. Après, effectivement, en termes d'outils, bon, c'est vrai que nous, on travaille avec pas mal d'outils justement, mais sur une logique effectivement social data et analytics. Voilà, pour pas les citer, on va travailler avec des outils comme Sprout Social, qui sont des outils de social media management, mais qui permettent une analyse, une mise en exergue, une mise en lumière effectivement de la data. Où on part du big data, on part du social big data, et puis ensuite on va traiter effectivement ces différentes données, ce qui va nous permettre aussi de la mettre en phase en fait avec nos objectifs, par exemple. Sprout Social. Puis voilà, après, on a effectivement des plateformes où on est sur des plateformes plus, on va dire, plus de veille aussi, Ouais. social listening aussi, où on va pouvoir effectivement obtenir de la data, on va pouvoir la traiter, mais on sera plus ici dans une logique d'écoute, aussi d'écoute conversationnelle et vraiment de social media listening, social data intelligence. Oui, qui nous sert à faire des audits aussi. Ouais, tout à fait. Pour rebondir, et pour répondre, jusqu'au bout à la question, qui avait été posée sur comment est-ce qu'on traite. En fait, il y a aussi beaucoup de logiciels open source qui existent, et qui permettent justement d'extraire de la donnée. Il y en avait un très célèbre, qui s'appelait NetVise et qui permettait d'extraire énormément de données Facebook, donc qui a fermé à cause des API, hein, notamment. Mais vous avez encore les Digital Tools Method, donc qui sont des outils de recherche, mais de l'OSINT, donc de l'open source en intelligence économique, et qui permettent d'extraire par exemple du YouTube, du Twitter, de l'Insta, etc. Ou des outils freemium. Moi, je les utilise beaucoup avec les étudiants dans les écoles pour qu'ils puissent, eux, s'exercer à extraire sans forcément passer par des plateformes qui coûtent, il faut le dire, hein, assez cher. Mais voilà, on peut commencer à traiter de la donnée sociale en gros volume grâce à des données que l'on trouve sur des logiciels open source. Ça, c'est important aussi de bien l'expliquer. Mais encore une fois, ça demande d'avoir quelques compétences. Absolument. Sans être data scientist, c'est vrai que effectivement, c'est bien d'avoir différents, on va dire, différentes visions aussi avec une vision un peu aussi pluridisciplinaire. C'est important aussi et d'avoir pour arriver à démocratiser aussi la data, aussi bien la social data que la data, et dans une logique data-driven. Ça va être aussi important de la démocratiser, de la rendre actionnable, et puis comme FirstLink le fait avec la data vise, qui va nous aider aussi effectivement à vraiment visualiser la donnée et mieux la rendre actionnable, de faire de la data storytelling, etc. Et de faire parler vraiment cette data, et même de faire comprendre à des personnes qui ne sont pas, on va dire, dont c'est pas le métier, qui ne sont pas spécifiquement on va dire, évangéliser sur la data, eh bien, ça permet de comprendre les choses, de détecter les opportunités, et puis voilà, de mieux orienter la décision. Complètement. Une dernière question, et puis après, toutes les bonnes choses ont une fin, on terminera. Hakim nous dit BDD qualifiés et profils sociaux, peut-on les lier? Moi, je peux répondre si vous voulez. Mais en fait, ça dépend encore une fois des réseaux sociaux
parce qu'on parle de profils sociaux, encore une fois, quand on était sur des pseudonymes, ça va être très compliqué d'avoir une base de données qualifiée avec des noms, prénoms, des adresses, des numéros de téléphone, par exemple des bases de données de vente de produits, etc. Par contre, ouais, oui, alors on se tutoie, Hakim, on se connaît pas, mais oui, tu peux nous donner un exemple, il y a pas de souci. Mais dans l'idée, voilà, sur LinkedIn, vous avez déjà beaucoup d'informations. Vous le faites sur Instagram, tout le monde ne met pas son vrai nom et prénom, donc ça dépend en fait, ça dépend des réseaux sociaux. Et je vais attendre l'exemple et on va voir ça. Oui, absolument. Puis après, ça va être lié au CRM aussi, la façon dont on met les infos. Ouais. On peut relier, hein, ça demande du taf par contre. C'est une question de câblage, mais ça fait pas mal de taf. C'est pas une question effectivement facile à répondre, je vais dire from scratch. Oui. Mais, c'est ça. et après, il y a la notion d'effectivement déclarativité, comme tu disais, sur les profils sociaux versus ce qu'on peut avoir en BDD de l'autre côté. Ah là là, c'est ce qu'on nous a demandé il n'y a pas longtemps en plus. Ouais, je vois mieux là. Tu veux qu'on le lise à voix haute? Parce que du coup, effectivement. Alors, une compagnie d'assurance ou une banque donc a une BDD qualifiée, mais le problème, c'est qu'on travaille aussi sur la marque, sur les réseaux sociaux. L'idée serait de pouvoir lier la BDD aux profils sociaux. Alors, ouais, c'est très très complexe. En plus, même pour nous, c'est terrible parce que justement, alors nous, c'était une banque. On a les mains et poings liés complètement là-dessus. Et il faut même travailler dans les locaux de la banque pour vous dire à quel point c'est compliqué avec ces données-là. En fait, on ne pourra pas lier entièrement déjà parce qu'on n'a pas forcément l'accord des personnes avec leur profil. Donc ça, il faut faire attention. Et même si on l'avait, ça demanderait donc du coup au conseiller en banque ou en assurance de faire la demande préalable, etc., pour pouvoir utiliser ces bases de données-là pour les grouper, donc les corréler avec des bases de données externes qui n'appartiennent pas du tout aux banques. Et dans l'idée, derrière, on pourrait même pas les lier entièrement parce que ça dépend du coup, ce que je disais avant, du réseau social. Donc si on est sur du pseudonyme, c'est impossible. On aurait peut-être des tendances, ça aiderait à mieux comprendre la globalité au niveau macro, faire de l'exploratoire au pire, mais en aucun cas on serait capable de targeter le client lui-même et du coup de savoir exactement. Alors oui, sauf s'il y a de la souscription, Oui. les gens acceptent, mais encore une fois, ce que je disais, ça dépend du réseau social derrière. Et alors, ouais, c'est possible, mais c'est très complexe et il faut faire c'est très borderline pour être très franc. Et il faut faire attention à quel réseau social aussi, parce que par exemple, on nous dit souvent, la France a dit que, en se basant sur Twitter. Il faut savoir que Twitter, au final, c'est pas tous les Français et c'est aussi très orienté. On en a parlé dans l'ADN il n'y a pas très longtemps. Donc, il faut faire très attention à ça aussi, de pas tout mélanger. Donc, c'est soit on prend l'exhaustivité des réseaux sociaux, mais on peut pas se baser sur un seul non plus. Ça donnera pas. Voilà. Effectivement. Après, ça peut être une logique qui peut être intégrée à du social CRM finalement, où on va avoir un CRM et à ce moment-là, on pourra mettre en place des scénarios de marketing automation, on pourra targeter, retargeter effectivement. Après, selon effectivement nos lits, tout à fait, c'est limite avec le RGPD, c'est surtout ça, de pouvoir mettre en place effectivement des scénarios automation liés en fait aux profils sociaux en fait à l'intérieur même du CRM. Mais ça demande un chantier CRM en place à jour et c'est déjà un travail on va dire assez conséquent. Mais ouais là c'est très limite. Oui, c'est du growth. Oui, on peut dire ça, tout à fait. Bon, on va appeler ça du growth marketing, mais pas forcément du growth hacking dans l'idée, mais oui, c'est ça, c'est exactement ça. Super. Ouais. Bon, eh bien, écoutez, je crois que nous avons fait le tour et puis effectivement, on pourrait en parler pendant des heures. Des heures, hein, c'est sûr, on est des passionnés, tout ça. En tout cas, merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à vous. Ouais. Grand merci. Merci à toi. Merci. Merci à vous de m'avoir invité, c'est vraiment super. Et oui. Alors je vois dans le chat que c'est exactement ça, c'est hébreu et ça veut dire il a donné, ouais, Dieu a donné, effectivement. Enfin, présent de Dieu aussi, on peut l'interpréter dans plein de choses. Merci Hakim, c'est très gentil. Merci beaucoup. Hakim. Merci de nous avoir donné aujourd'hui. Ouais, merci beaucoup. Mais ouais, merci à vous. Concernant où on peut se retrouver, alors vous pouvez retrouver donc Nathaniel et Firstlink
sur firstlink.fr. Il y a un blog aussi avec plein d'informations, des cartographies, des analyses, des études. C'est très, très bien fait. Vous pouvez aller voir ça. C'est top. Nous, Social Media Optimization.fr, blog qui traite du web social, avec quelques études aussi, de manière générale, visibilise notre média d'aide à la décision pour les entrepreneurs. Et c'est déjà pas mal. Voilà. Merci. Je mets dans le chat juste le lien pour notre LinkedIn. Vous verrez, on met beaucoup plus d'informations et des fois des petites études beaucoup plus rapides à lire si vous n'avez pas forcément le temps d'aller sur le site, et vous pouvez le lire aussi sur mobile. Ça va aller beaucoup plus vite. Voilà. Super. Ça Top. marche. Merci Nathaniel. Et puis nous, on mettra à dispo Merci à vous deux. quelques jours. Replay Encore une sous fois. Parfait. Merci à toi et merci à toutes et tous. À À bientôt. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Merci.